Bonjour Monsieur Bertrand Leblanc-Barbedienne. Bonjour. Enchanté de vous recevoir du coup pour la chaîne le Cercle Jean Mermoz, de vous recevoir je dirais, puisque vous nous avez fait l'amitié de participer à un entretien écrit en juin dernier, entretien disponible sur le site du Cercle Jean Mermoz. Et nous avons eu beaucoup d'intérêt, beaucoup de marques d'intérêt sur cet entretien. Nous avons pensé qu'il serait opportun de proposer un entretien vidéo également pour approfondir ce que vous avez bien voulu et très gentiment accepté. Et donc, nous voici ici pour continuer sur le sujet de la souveraineté au sens général et plus particulièrement de la souveraineté technique et technologique. Mais tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter auprès des spectateurs du cercle. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre invitation. Je suis Bertrand Leblanc-Barbedienne et j'ai créé il y a de cela 4 ans un média qui s'appelle Souveraineté, un média éponyme qui est consacré, qui est dédié aux enjeux et à l'actualité, aux acteurs de la souveraineté technologique. Certains diraient qu'il s'agit d'un observatoire de la souveraineté technologique. Puis de façon plus prosaïque, je suis marié, père de 2 enfants et j'habite Saint-Malo où j'ai décidé d'installer Souveraineté pour d'évidentes raisons métaphoriques parce que c'est le pays de l'appel vers le large et de la conquête. Voilà. Très bien, effectivement, très, très belle région et très belle ville. Euh, beaucoup d'envie, j'imagine. Pour continuer cette présentation, je vous propose si vous voulez bien vous prêter un petit jeu assez connu qui s'appelle le portrait chinois. Évidemment, on va le spécialiser sur la partie souveraineté et technologie, technique. Euh, Monsieur Bertrand Leblanc-Barbedienne, si vous étiez une technologie ou une technique, vous seriez laquelle vous seriez? Alors, je crois que je pense qu'il s'agirait du synthétiseur, en fait. Voilà, du premier instrument synthétiseur, qui d'ailleurs, incidemment, a été inventé par un Français, je crois. Voilà, c'est un instrument auquel je suis assez sensible. Vous en jouez? Je n'en joue pas, mais j'en écoute beaucoup avec beaucoup d'autres styles de musique. Voilà. D'accord, d'accord. Très bon choix. Et si vous étiez une technologie numérique? Alors, Ok. eh ben, je serais le MP3 qui a été inventé par un Allemand, voilà, donc on reste en Europe, et qui a été, qui a nourri probablement toute mon adolescence parce que je suis passé par toutes les formes de support physique pour les écouter. Et je reste encore très sensible à ce format du MP3. Très bien, très bien. Bon, une thématique musique, alors. Oui, exactement. Si vous étiez une entreprise technologique, tech, laquelle vous seriez? Alors, le choix du cœur, c'est évidemment Waller, où j'ai le bonheur de travailler parallèlement à Souveraineté, mais pour des raisons que je précise, parce que je considère que sur ce segment du logiciel collaboratif souverain et sécurisé, c'est une entreprise qui a toujours une longueur d'avance sur ses homologues. Et c'est un marché qui a un petit marché, en pleine consolidation. Et moi, je fiche mon billet que si un jour un acteur doit, comme on dit, un anneau doit les gouverner tous, eh bien cet anneau-là, ce sera celui de Waller. Parfait, parfait. Effectivement, ouais, j'invite tous les auditeurs à aller se renseigner, les spectateurs à se renseigner sur Waller, doublé. WHA2LER. Exactement, parfait, parfait. Et enfin, pour finir notre petit portrait chinois, si vous étiez un texte de loi existant qui vous tient à cœur? Un texte de loi existant, j'ai bien réfléchi à la question et je pense que ce serait les articles 410 et suivants du Code pénal qui évoquent les intérêts fondamentaux de la nation et les éventuelles trahisons dont il peut faire l'objet. Voilà. Oui, article de rigueur et de circonstance pour cet entretien, effectivement. Merci, merci. Pour continuer un peu plus en avant du coup sur cet entretien, peut-être qu'on va définir les termes, hein. On va appliquer la bonne méthode, la bonne vieille méthode Mais analytique. On parle de souveraineté, de technologique. Est-ce que vous pourriez définir les deux termes et puis dans un troisième temps, comment on allie les deux et pourquoi il faut allier les deux? oui. Alors, j'ai choisi ce syntagme de souveraineté technologique pour une raison très précise, c'est que on se rend compte qu'à notre époque, il y a des pouvoirs traditionnels qui sont régis par le droit et qui sont confrontés à des puissances nouvelles qui sont régies par la technique, l'optimisation et la puissance de calcul. Et que, contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser, même si mon média est en défense, si vous voulez, des acteurs de la souveraineté technologique, ce qui m'intéresse véritablement, c'est plus une question sans grandiloquence de philosophie.
au sens où si la souveraineté, c'est le pouvoir de pouvoir, c'est le pouvoir suprême, c'est le pouvoir de décider, c'est le pouvoir de rester libre. Et la technologie de techné, l'outil, le moyen, et logos, qui est le discours, en fait, le discours moral, eh bien, la souveraineté technologique, c'est la liberté pour une organisation, s'agissant de nous et d'une nation, c'est la liberté de décider des instruments dont elle veut disposer et de l'usage qu'elle veut en faire. Voilà. Est-ce que nous sommes agis par ces outils? Est-ce que ces outils sont à notre service? Ou est-ce que nous sommes agis par ces outils? Et utilisons-nous des outils conçus par d'autres, à d'autres fins, avec une autre culture, avec d'autres valeurs, ou décidons-nous de nous doter de nos propres moyens? Euh, je fais juste une petite incise. J'ai fait des petits goodies, un porte-clés, voilà, et sur lequel est cité un jurisconsulte du IIe siècle qui s'appelle Olugel, qui a écrit les Numismatiques, et dans lesquels il écrit: nous récolterons demain le blé de nos propres mains. Voilà, c'est une métaphore agricole, mais qui veut bien dire ce que j'entends par souveraineté technologique. Très bien, très très clair, très très clair. Et c'était très important de poser les termes du débat avant de s'y plonger. Donc je propose qu'effectivement on s'y plonge plus en avant. Effectivement, vous avez évoqué pour qu'il y ait une souveraineté, il faut un souverain. Oui. Euh, Selon vous, quel est-il actuellement qui est-il que ce soit un souverain matériel, conceptuel, spirituel, légal, etc. Donc, quel est notre souverain? Et si jamais il y a une petite amélioration à proposer, quel devrait-il être? Alors, j'ai oublié de vous préciser dans ma présentation que moi, j'ai étudié le droit à Paris 2 Assas, j'ai fait des études de droit public. Et aujourd'hui, quand on vit en République, le souverain, c'est le peuple. Le peuple qui confie à ses représentants le mandat, la mission de défendre ses intérêts. Ça, on dirait que c'est le souverain théorique, parce qu'on peut considérer de plusieurs manières, et sans doute l'évoquerons-nous par la suite, que ce mandat a été trahi et que la défense de ses intérêts supérieurs n'a pas été respectée. Alors, de différentes manières, à la faveur de certaines grosses entreprises ou d'autres puissances avec lesquelles nous entretenons des relations défavorables. Et comme le dit très bien Arnaud de Montebourg, on n'a pas coupé la tête du roi pour se laisser et prendre sa place, pour se laisser déposséder à notre tour du pouvoir que nous avons acquis, qui est un pouvoir de diriger cette communauté de destin que forme la France à travers sa nation et à travers ses représentants. Donc voilà, le souverain, c'est le peuple. Et oserais dire qu'il est grand temps qu'il le redevienne, parce qu'il me semble que beaucoup de choses échappent à sa volonté aujourd'hui. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, on va pouvoir y revenir effectivement dans un second temps, mais c'était un point de rappel, encore une fois, très, très important. Y a-t-il des conditions sine qua non, difficilement négociables, pour que on puisse assurer cette souveraineté technologique? Alors, je ne voudrais pas vous faire de réponse de Gascon ou de Normand, parce qu'on peut parler ressources métaux stratégiques, infrastructures, composants logiciels, données, financement, etc., R&D. Mais je pense que la condition sine qua non de la souveraineté technologique, et oserais dire de la souveraineté tout court, c'est l'énergie, au sens grec du terme. C'est un concept philosophique qu'on utilise encore aujourd'hui. Et l'énergie, c'est le processus au terme duquel la puissance s'exprime en actes, se traduit par des actes. Et ce que je vois manquer cruellement dans notre pays aujourd'hui, c'est ce prolongement de la réflexion vers des actes concrets. Voilà. Et alors, on peut avoir toutes les idées qu'on veut, on peut faire tous les plans qu'on veut sur la comète. Si on n'a pas aux commandes quelqu'un qui est décidé à mener une politique à son terme, à la mettre en œuvre, comme on dit, il n'y a pas de bonnes idées, il y a que des idées qui sont mises en œuvre, ben, la souveraineté, elle reste lettre morte. Alors après, on peut faire des réponses plus techniques, etc., ou plus géographiques sur les ressources. Et globalement, on a tout ce qu'il faut. Il manque juste, à mon avis, une volonté et cette énergie absolument indispensable. Effectivement, effectivement, ça me fait penser au philosophe Alain qui disait penser pour agir. Et effectivement, le but est bien l'action sur laquelle, on va dire, il n'y a que des mots un peu vains. Très, 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 très important, effectivement, de le rappeler.
Actuellement, donc on va creuser un peu la partie technologie, technique. Quelles seraient, selon vous, les technologies, les techniques de cette première moitié du XXIe siècle qui, qui sont essentielles, c'est-à-dire sur lesquelles nous ne devrions pas transiger en termes d'attention, en termes de ressources, voilà, actuellement, on va dire, sur 2000-2050, sur cette période, quels sont les points clés? Ça n'est pas précisément une technique, c'est plus une richesse. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment une commodité, comme on dit en anglais. C'est la donnée. Et ce en quoi elle est stratégique, c'est qu'à partir de la donnée, eh bien, va dériver toutes les formes de décision et de gouvernance. Et que la grande question du temps que nous vivons, c'est allons-nous continuer de confier l'exercice du pouvoir à des représentants selon la règle de droit, ou allons-nous confier la gouvernance à des entreprises privées qui, au motif qu'elles sont dotées d'une puissance de calcul supérieure, vont se mettre à commercialiser une citoyenneté exactement comme un abonnement à Netflix ou à Spotify, en disant, venez, on va créer des États, des micro-États privés, en disant on a la meilleure des polices, la décision elle est parfaite parce que c'est l'IA. Donc la donnée est stratégique parce que soit on l'utilise au service du droit, c'est-à-dire du droit et des droits, des libertés, soit on l'utilise au profit de l'optimisation, de cette course effrénée à l'optimisation de l'optimisation, qui n'a pas de religion, si vous voulez, mais qui est là uniquement au service de la clientèle. Voilà, alors, est-ce qu'on va devenir des clients de la donnée ou est-ce que la donnée va nous permettre de rester, de continuer à vivre selon le droit comme on le fait depuis plusieurs siècles? Alors, ce qui est ironique, si vous voulez, c'est quand vous dites quelle est la technique, les industries stratégiques. Alors aujourd'hui, on vous dirait c'est l'IA, c'est formidable, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est effectivement formidable. Moi, j'entends toutes sortes de choses. Je me préviendrai bien de dire trop de choses sur ce sujet, parce que j'entends beaucoup de charabia, comme je dis, où effectivement on tire des points sur la comète. Ce qui me semble décisif, c'est le fait qu'on a laissé pendant des dizaines d'années de grands acteurs américains nous fournir des services gratuits, entre guillemets, à partir desquels ils ont fait tourner leur intelligence artificielle, ils ont créé des LLM, des langages, de grands langages d'interprétation de la donnée, et qu'aujourd'hui, on va nous revendre des services qui reposent sur le traitement de cette donnée, alors que cette donnée, c'est nous qui l'avons fournissez un petit peu, comme si vous étiez un mouton, et qu'on vous vend le pull avec à partir de la laine qu'on a tondue sur votre dos, en fait. Le grand risque, et je en finirai sur cette question-là, le grand risque, c'est qu'aujourd'hui, on dit non, mais attendez, la donnée, c'est les Américains, le cloud, c'est les Américains, l'IA, c'est bon, on commence à s'y mettre et on a de sérieux atouts en France. Mais le risque, c'est de dire à chaque fois, bon, on n'est pas capable, les Américains sont meilleurs que nous, donc nous, on va disrupter ailleurs, on va aller être le prochain inventeur de la grande découverte. Il faut sur tous ces segments-là être présent et ne pas de tirer prétexte du fait qu'on a des prédécesseurs qui nous ont distancés pour ne pas nous lancer dans la course, quitte à nous fixer des caps à 5-10 ans, à les rattraper. Parce que sur tous ces segments-là, il faudra que nous soyons présents pour être cohérents dans notre politique technologique ou technique. Effectivement. Et c'est extrêmement important. C'est un point que vous soulevez qui est vraiment important à avoir en tête. C'est vrai que quand on regarde l'histoire, on avait réussi à tempérer, on va dire, la puissance du nombre de canons par du droit. Il ne faudrait pas que ça soit maintenant la puissance et le nombre de serveurs qui viennent rechallenger ces acquis, rechallenger pour utiliser un anglicisme, mettre en danger ces acquis que nous avons construits au fil du temps. Point très, très important. Parfait. Maintenant, nous allons continuer à naviguer dans notre sujet. Et il est temps peut-être d'évoquer les contraintes extérieures que vous avez déjà brossé en toile de fond. Récemment, vous avez partagé sur les réseaux sociaux un très très bon documentaire qui s'appelle Au nom de l'Europe. Quel rôle joue l'Europe, selon vous, dans notre souveraineté en général et dans notre souveraineté technologique en particulier? Oui. J'ai pris connaissance ce matin
une déclaration de Ursula von der Leyen qui recevait notre Premier ministre Michel Barnier et qui disait en substance plus l'Europe sera souveraine, sous-entendu plus l'Union européenne sera souveraine, et plus la France sera prospère. Moi, je pense exactement le contraire, en fait. Exactement. Et je pense qu'il y a comment dirais-je, un mirage qui est lié au gigantisme. Si vous voulez, qu'il faut penser gros absolument. Et peut-être plus l'Europe sera grosse, etc., et plus on pourra peser dans le débat international et dans la compétition économique. Mais il ne faut pas confondre la grandeur et la grosseur, en fait. Enfin, si vous voulez, un gros compétiteur, ça n'a jamais été qu'un gros compétiteur. Moi, j'ai une analogie qui me vient à l'esprit. C'est, vous voyez, si vous mettez un lutteur de sumo face à un aikidoka, il y a de grandes chances que l'aikidoka, qui pèse 60 kilos que moi que lui, le mette au sol. Pourquoi ? Parce qu'il est plus agile, parce qu'il va exercer des leviers. Donc, il ne faut pas confondre la force comme ça, cette aspiration au gigantisme, ce qui est tout à fait d'ailleurs la posture de l'Europe. Il faut qu'on soit gros, et puis surtout, ce n'est plus l'Union européenne, c'est l'uniformisation européenne. On va mélanger tout ce petit monde. Et moi, je crois beaucoup. Vous savez, j'ai lu récemment qu'il y a un des grands courants de la géopolitique actuelle, c'est ce qu'on appelle la puissance des petites puissances. C'est-à-dire qu'on revient, et d'ailleurs il suffit de voir ce qui se passe avec les BRICS, parce qu'il y a ces alliances comme ça complètement inattendues entre des pays dont on n'aurait jamais imaginé qu'ils puissent frayer ensemble. Il y a, si vous voulez, quelque chose d'alerte dans la façon de mener. Un pays comme la France pourrait très bien faire ça. Alors je ne vais pas rentrer dans les débats, sortir de l'Europe, rentrer de l'Europe, etc. Je pense juste, pour moi, je crois profondément dans l'Europe des nations. Je n'ai pas envie d'appeler ça une Europe confédérale, ça ne veut rien dire. Je crois que tous ensemble, on a suffisamment de qualité. C'est comme dans une famille, vous avez des frères et des sœurs qui ont des talents différents. Il vient à l'idée de personne de décapiter les plus grands pour qu'ils aient la même taille que les autres, en fait. Voilà. Donc, moi, à titre personnel, je pense que l'Union européenne, d'abord, qui n'est jamais qu'une forme politique, que la forme politique que se sont données depuis une petite trentaine d'années, sans grand succès, à un certain nombre de nations européennes. Il y a d'autres pays européens dont on ne parle jamais. Que ça fâche ou non, il faut quand même qu'on se dise une bonne fois pour toutes que l'Europe intègre, en tout cas sur une partie du continent, la Russie. Donc, est-ce qu'on a l'intelligence, pour moi, en Europe, ça consiste à ne pas avoir de visée définitive. Un ennemi à vie, un ami à vie, etc. Il faut, au jour le jour, considérer, en fonction de l'attitude des parties prenantes, des interlocuteurs, comment est-ce qu'on se fait le meilleur interprète. En bon père de famille, il aurait été écrit le code civil avant qu'on l'ait fait de son texte, un bon interprète des intérêts de ce pays. Voilà. Donc, moi, je crains beaucoup les aspirations à la souveraineté européenne, je dis ça en gros guillemets, parce qu'après nous avoir fait comprendre qu'on était tous des vilains souverainistes à l'échelle nationale, comme par hasard, maintenant, on ne parle plus que de souveraineté européenne, ce qui pour moi est un oxymore, un non-sens, et surtout c'est un attentat démocratique au sens où personne dans ce pays, et sans doute pas dans les autres, n'a voté. Si, on a voté à Maastricht, pour Maastricht, et notre vote a été complètement méprisé. Donc, il y a eu un déni de... L'Union européenne actuelle est née, en tout cas, s'agissant de la France, sur un déni de démocratie. Donc, je me méfie de ces pompes aspirantes qui s'arrogent des compétences qui ne relèvent pas des traités. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment sur la politique énergétique. Il y a une tentative de putsch tranquille. Et à part les souverainistes, je ne vois personne s'en émouvoir particulièrement en ce moment. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est d'autant plus préoccupant que, comme vous l'aviez rappelé en assise, la souveraineté et le pouvoir de pouvoir. Donc, si on est dépossédé de cette souveraineté, effectivement, ça veut dire, en tout cas pour les citoyens français, une dépossession totale de leur destinée. Et qu'une personne comme Madame von der Leyen, qui est nommée et qui n'est pas élue, parle de souveraineté, ça fait toujours un peu... Oui. Ça peut soulever des inquiétudes. Exactement. J'ajoute quelque chose en préparant cet entretien. J'ai relu ce matin, j'ai déroulé un petit peu le fil des réseaux sociaux de Souveraineté, et j'ai vu qu'en 2023, Madame von der Leyen a dit textuellement que le nucléaire n'était pas stratégique. Et voilà à qui la France confie aujourd'hui, alors que c'est sans doute un des plus beaux atouts de notre pays, les clés de la maison et des 27 autres. Donc il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience.
Tout à fait. C'est, c'est extrêmement, extrêmement important. Je pense que beaucoup de nos auditeurs et spectateurs sont conscients de ça. Et c'est toujours important de le rappeler. Passons maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. On a touché l'Europe, touchant les rives américaines. La tech, particulièrement, semble être un monopole américain. Plus de 50% des investissements mondiaux, un tiers des dépenses de R&D tech mondiales. Tout le monde connaît le poids des GAFAM, le poids financier, mais aussi le poids dans nos vies de tous les jours, puisque c'est eux qui ont nos cerveaux disponibles, nos temps de cerveau disponibles, comme dirait un ancien directeur de TF1. Est-ce que nous pouvons rivaliser, soit collectivement, donc du coup en tant qu'Europe ou Union européenne, soit nationalement? Et est-ce que la question de l'intensité capitalistique, c'est-à-dire en gros celui qui met le plus d'argent sur la table, clôt définitivement le débat, selon vous? Dans l'ordre, par rapport à ce que vous avez dit, s'agissant des temps de cerveau disponibles, ils n'ont pas que notre temps de cerveau disponible, ils ont aussi nos cerveaux. Voilà. Il faut venir chez eux, donc ça doit sans doute contribuer à leur succès. C'est bon point. Ensuite, sur le fait de rivaliser. À titre personnel, je ne crois pas que ce soit une bonne façon d'envisager cette situation. Pourquoi? Eh bien, parce que tous les grands succès américains sont des succès d'affirmation de ce qu'ils sont, avec leur génie propre, et c'est ce qui fonctionne. Et dès lors que vous êtes dans une posture de rivalité, que vous vous positionnez en contre, et ça, on le voit bien parce que systématiquement, dès qu'il y a une percée américaine, quelque chose qui arrive chez nous, etc., et qui fonctionne bien, il y a ce que j'appelle la double phase avec d'abord, c'est le psittacisme. Donc, comme des perroquets, il faut qu'on refasse la même chose. Il faut qu'on ait notre chat GPT européen, il faut qu'on ait notre Google français, etc. Bon, ils ont fait un truc bien, c'est pas forcément en répétant ce qu'ils ont fait qu'on fera aussi bien, c'est en faisant comme nous, on doit le faire, en vertu de nos propres aspirations, de notre culture, de nos valeurs. Et alors là, d'abord, il y a le psittacisme, et la deuxième, c'est l'antonomase, qui est un mot savant de rhétorique. L'antonomase, c'est le fait de faire d'un nom propre, d'en faire un nom commun. Donc, on ne dit plus d'intelligence générative, on dit un chat GPT. Et dès lors que vous employez ce mot-là pour vous positionner, vous êtes déjà dans une posture de suiveur, de suivisme. Donc, alors qu'il existe, vous voyez, moi, par exemple, vous voyez bien, il y a quantité de propositions qui sont faites chez nous en ce moment. Il y a Mistral, il y a Claude, il y a, je ne sais pas si Claude, je ne sais pas si c'est nous. En tout cas, il y a Aristote, qui est l'intelligence artificielle de Central Supélec, qui est brillante. Et je ne comprends pas qu'on ne songe toujours qu'aux mêmes choses. Donc, enfin, pour terminer sur votre question, je ne suis pas certain que ça soit en mettant des milliards forcément on est le dernier nom. Ce n'est pas une bataille d'argent, on n'est pas au casino. Il faut encore l'agilité, l'intelligence, le talent, la culture sont des choses qui peuvent et qui doivent faire la différence par rapport. Vous voyez, c'est pas parce qu'un milliardaire arrive et qu'il met un sac de billets. Pour moi, c'est pas un argument, si vous voulez. Après, si l'argument, c'est effectivement le risque, c'est que cet argent soit mis au service de l'achat de nos entreprises, de nos cerveaux, en pratiquant des conditions qui donnent envie aux jeunes gens qui sortent d'écoles brillantes d'aller développer leur talent aux États-Unis. Bon, il est bien évident que tant que la France pratiquera une politique fiscale vexatoire, en fait, c'est quand même un sujet majeur. On parle de créer des richesses, mais avant de créer des richesses, permettons aux gens de devenir riches eux-mêmes. Sans doute, ça leur donnera envie de créer des richesses. Ça va avec, en fait. Les gens, il n'y a pas que comment dirais-je, que de la philanthropie. Il y a aussi l'envie de réussir dans la vie matériellement. Et donc, on ne peut pas singer les États-Unis comme on le fait, parce que tout ce qu'on fait en France, et globalement, tout ce qui se fait au niveau de l'européenne, on est dans l'ordre du copycat, comme on dit dans les films de police. On reproduit bêtement en pensant que ça va reproduire les mêmes effets, mais c'est entre guillemets, c'est deux recettes, c'est deux fois la même recette dans deux pots différents. Donc, ça ne peut pas donner la même chose. Eh bien, il faut absolument qu'on soit capable d'affirmer et notre puissance et notre singularité culturelle. Et on n'a pas à en rougir, en fait. Il y a de quantité de choses qui se font aux États-Unis qui ne se seraient pas faites sans l'Europe et sans les Européens. Tout à fait. Point important, effectivement, c'est aussi un sujet de vision et de choix de société et de choisir nos combats et la façon dont on les mène, surtout.
Oui. avec nos acquis et notre culture. Pour rester toujours sur les États-Unis, on cite souvent cette phrase d'Henry Kissinger qui, à la fin des années 60, qui disait qu'il était dangereux d'être un rival, justement, un ennemi des USA, mais qu'il était fatal d'être leur allié. Est-ce qu'on peut dire que cela s'applique sur la tech quand on regarde, on va dire, les 20 dernières années notamment? Vous avez évoqué le sujet de la data en particulier. Qu'est-ce qu'on peut dire des choix de filiation de nos grands groupes, peut-être dans leur choix technologique aussi, dans le choix de technologie et de nos administrations également. Voilà. Je pense que depuis la fin de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, je pense que notre pays baigne dans un climat d'atlantisme béat et de fascination. Bon, c'est pas tout à fait étonnant. Ils sont venus à notre secours pour nous sauver des griffes du régime nazi et de l'Allemagne. Mais à un moment donné, enfin, je vous rappelle quand même que l'étape suivante, c'était quand même d'administrer la France quand même. Donc, c'était pas complètement gratuit. Mais depuis, on vit dans une forme de sidération, de fascination pour tout ce qui vient de ce pays. Et moi, je peux le comprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont fascinants et qui sont enviables aux États-Unis. D'abord, pour commencer, le patriotisme. Ce sont des gens qui sont fiers de leur pays, fiers de leur drapeau. Ils ne sont pas en train de se regarder les doigts de pied quand on parle de patriotisme ou de fierté du pays, etc. C'est un pays de conquérants, c'est un pays de pionniers. Donc, c'est très important de comprendre les raisons pour lesquelles on leur voue une telle fascination. Maintenant, ce que ça a produit, comme je dis souvent, c'est un cycle assez particulier, c'est qu'on vit donc dans l'entretien d'une prophétie autoréalisatrice qui consiste à dire les États-Unis, c'est un pays immense, qui est puissant, qui exporte, etc., et puis qui est innovant. C'est le syndrome du sac US. Moi, quand j'étais au collège, on avait tous des sacs US, des sacs de l'armée, et si on n'avait pas un sac US, c'était qu'on était vraiment un loser, quoi. Et bon, à grande échelle, ça donne un pays qui ne conçoit pas que quelque chose de puissant puisse venir de chez nous. Alors que je vous invite à regarder, moi je l'avais repris sur Souveraintech, la somme de ce que la France a apporté en matière scientifique, en matière technique et technologique, c'est considérable, considérable. Donc on n'a absolument pas à rougir. Mais il y a derrière cette fascination l'art de la narration, l'art du narratif, comme on dit en mauvais français, parce que c'est un mot anglais, que possèdent parmi tant d'autres les États-Unis et qui dit, voilà, c'est une façon ils font du marketing. Donc, ils font ça de façon très intelligente. C'est souvent très beau à voir. Il y a des noms un peu rigolos, etc. On est un peu dans le domaine de la régression et nous, on aime bien. Donc, on se dit, non, on ne pourra pas, c'est forcément les États-Unis. Et à force d'être dans la prophétie autoréalisatrice, on est dans la croyance auto-limitante qui devient performatrice. C'est-à-dire que finalement, on est tellement persuadé qu'on ne pourra pas faire qu'on ne fait pas, on ne tente même pas. On dit, non, on laisse ça aux États-Unis. Mais si on est vraiment le peuple de génie que vous et moi pensons être, il faut absolument qu'à un moment donné, on se défasse de ces griffes-là. Alors évidemment, on n'est pas dans une guerre, mais amis, alliés, bon, très bien. Moi, je considère, bon, on se marie pour la vie, mais on n'est pas alliés pour la vie. Enfin, on peut être alliés en cas de problème, et encore, il faut parler après des affaires géopolitiques en Europe et ailleurs. Mais l'intelligence, dans le commerce entre nations, ça consiste à dire, bah, tu me donnes combien, je te donne combien. Et depuis 10, 20, 30 ans, combien de fois on a vu des échanges inéquitables entre les deux, où on se fait avoir. Moi, chaque fois, je pense à un mème, comme on dit aujourd'hui, dans SS-117, avec l'Américain dans sa voiture, il est mort de rire avec Dujardin, parce qu'en gros, c'est le Français qu'on a plumé et qui est encore content d'être en compagnie d'un Américain. Il y a quelque chose de l'ordre de la naïveté, et aujourd'hui, c'est terriblement flatteur d'être en contact avec les États-Unis, on va serrer la main du président, etc., et on se glorifie par promiscuité. Bon, il faut qu'on retrouve un peu d'honneur quand même, un peu de dignité, parce qu'on n'est pas en train de se prendre pour qui on n'est pas, mais je pense qu'il faut quand même qu'on travaille un petit peu notre image et qu'on reprenne possession de ce qu'on est et de ce qu'on est en capacité de devenir. Tout à fait, tout à fait. Bah, c'est un point extrêmement important et je pense qu'il nous tient à cœur. Parce qu'effectivement, il s'agit de reconstruire le roman national, cette fierté, et sans vouloir non plus s'enfler plus gros que le bœuf, comme dirait la fable. Il s'agit quand même non plus de pas roulir, de pas baisser les yeux. Et c'est effectivement une condition première à la réalisation de quoi que ce soit, c'est avoir la prétention de pouvoir le réaliser. Ça, on revient sur le point de l'action et de
de penser, d'agir, et Oui. d'avoir cette prétention même qui est avant, cette prétention à agir. Euh, pour finir un peu sur cette série, on va dire, hors frontières, euh, quand on vous écoute, j'imagine qu'on entend peut-être un discours un peu gaulien. Euh, Est-ce que, particulièrement dans la technologie, dans cet écosystème technologique, numérique, qui est par nature très décentralisé, qui est par nature très immatériel, est-ce qu'une position gaulienne, comme comme on a pu l'avoir par exemple avec l'énergie, avec le nucléaire, Mhm. est tenable, ou avec les infrastructures sur notre territoire? Non seulement elle est tenable, mais elle est désirable plus que jamais. Je ne crois pas comment dirais-je, dans les malédictions qui consistent à dire que les frontières disparaissent, etc. Si vous voulez, très bien, bon, on va dire que le, le numérique se superpose aux frontières. Et ce n'est pas pour autant qu'il les efface. Enfin, c'est complètement absurde. Et la radio s'est superposée aux frontières. On n'a pas dit les frontières vont être mises à bas parce qu'il y a la radio, parce qu'il y a la télé, etc., ou parce qu'il y a les satellites. Et au contraire, je pense qu'il va y avoir. Je crois beaucoup dans comme on dit, chasser le naturel, le national revient au galop. Moi, je crois beaucoup dans les vieilles nations. Je n'arrive pas à me défaire de l'idée que ce cadre protecteur, tout ça un peu ingrat que aujourd'hui on se débarrasse des nations parce que c'est tellement plus chic d'être dans un grand ensemble, etc., ou dans un grand marché qui va tous nous dissoudre. Pardonnez-moi, mais je suis français d'abord. Après, je suis européen. Et puis après, je suis, parce que ce qu'on dit, citoyen du monde ou je sais pas quoi, bientôt de la galaxie, j'en sais rien. Oui, par ordre de priorité un petit peu. Et je ne crois pas du tout que... je ne sais pas ce que penserait le général de Gaulle aujourd'hui. Je pense qu'il maintiendrait, si vous voulez, c'est-à-dire que dans la pensée gaulienne, il y a une forme de pragmatisme, mais qui repose, je pense, sur des appuis fermes. Des appuis fermes, et je pense que la nation en tant que telle constitue je ne suis pas un exégète général de Gaulle, mais ce que je perçois de sa pensée, de son héritage en tous les cas, c'est que la nation, on ne discute pas la nation. On ne la discute pas. Et tout ce qui consiste à l'évacuer ou à vouloir la verser dans un grand ensemble, tout ça, pour moi, ce sont des excuses à l'incapacité ou à la trahison, en fait. Ce sont des prétextes. Voilà, donc, vous voyez, si j'avais une maison, comme on disait dans l'Ancien Régime, ça serait je maintiendrais. Ça doit exister, je pense, chez d'autres. Voilà, maintenir. Et ça vaut aussi pour la vie morale, d'ailleurs. Maintenir, le maintien. Et le maintien de la nation, c'est absolument essentiel. Tout à fait, tout à fait. Et pour abonder dans votre sens, il y a peut-être, on a une leçon actuellement à prendre de ce qui se passe avec les BRICS, qui finalement sont en train de faire un ensemble de nations, pour le coup, qui ne transigent pas du tout sur leur nation, leur particularité, leur singularité, ce qui, avec peut-être notre vision qui est un petit peu universaliste par défaut, nous paraît un petit peu fait de briques et de brocs, mais qui, avec un prisme peut-être différent, finalement, paraît cohérent dans le sens où il y a un respect des nations, un respect des cultures. Je pense qu'il n'y a aucun Chinois qui prétend fusionner avec un Indien ou avec un Brésilien. Mais par contre, ils prétendent pouvoir travailler ensemble en se respectant mutuellement. Et peut-être que finalement, on a une leçon westphalienne qui nous est donnée par cette agglomération de pays. Exactement, et je suis tout à fait de votre avis. Et j'ajouterais juste une chose, ce qui est remarquable dans ce conglomérat, parce qu'en fait, on est typiquement dans le commerce, ce sont des gens qui ont décidé qu'ils avaient intérêt à s'entendre sur certains sujets. Mais personne ne s'autorise à dire à l'autre, ça sur en quoi tu crois, ce que tu penses, ce que tu fais, tes traditions, tu vas les changer, etc. Et c'est ce qui se passe, à mon sens, et c'est une des raisons pour lesquelles moi je réprouve la manière dont se construit et continue de se construire l'Union européenne, c'est que on est en train de construire un marché, en fait. On est dans des valeurs marchandes matérielles. Il n'y a rien de mauvais dans le marché en tant que tel. C'est une modalité de transaction entre les peuples et c'est ce qui permet à des citoyens comme vous et moi d'accéder à des biens ou des services auxquels on n'aurait peut-être pas pu avoir accès si on était resté dans nos frontières. Bon, très très bien. Mais ce dont personne ne se doute en ce moment, en tous les cas, ce n'est pas manifeste, c'est que l'Union européenne en tant que telle a une dimension axiologique, c'est-à-dire qu'elle est porteuse de valeurs morales, ou enfin morales ou pas morales, on ne sait pas trop. Moi, qui personnellement ne me correspond pas du tout, et à aucun moment j'ai voté pour ça.
Donc, je suis assez admiratif et je pense que personne n'a vu venir de ce qui se passe avec les BRICS. Et c'est un grand coup. Je pense qu'on vit quand même, comme dit l'autre, l'histoire a recommencé. Enfin, l'histoire s'est remise en branle. Personne n'avait vu venir cette histoire des BRICS. Et je vois ça d'un très bon œil parce que ça veut dire que rien n'est définitif. Rien n'est définitif. Il ne faut pas absolument se dire ils seront toujours là, nous on sera toujours là. Tout ce qui est fait d'homme est défaisable de main d'homme et il faut juste un peu d'audace et d'ambition pour changer les choses. Tout à fait, tout à fait. On dit qu'effectivement, l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye. Et peut-être qu'il bégaye sur la Société des Nations, telle qu'elle avait été conçue d'ailleurs par les Français au départ. Et en réaction avec ce qui est devenu malheureusement l'ONU. Parfait. Donc, nous avons effectivement bien abordé les contraintes extérieures, je dirais, ou les opportunités aussi, hein, les opportunités de partenariat. Maintenant, passons à l'action, et justement, notamment à la reconstruction, la construction et la reconstruction de cette souveraineté. Quelle serait la meilleure approche selon vous? Faudrait-il une planification étatique pour tous ces sujets technologiques, techniques, ou faudrait-il plutôt s'inspirer d'une dérégulation, d'une approche plus libertaire finalement, au niveau économique, entre autres, mais peut-être aussi sociétal d'ailleurs, pour libérer justement la créativité, les initiatives entrepreneuriales? Donc, selon vous, quel serait un peu entre ces deux archétypes, évidemment, quel serait le bon positionnement pour la France en particulier? Moi, je prône une approche pragmatique. Vous parlez de plan. Dans mon esprit, le plan, c'est un programme politique qui est mis en place il y a une dimension de planification dans un programme politique. Donc, on élit des gens, ils arrivent au pouvoir, ils ne vont pas ressortir des plans. Sauf qu'il y a un petit côté un peu d'une autre époque. Et puis surtout, c'est une façon de se dédouaner de l'action immédiate en disant, vous allez voir d'ici 5 ans, et ce dont on s'aperçoit, c'est assez généralement, c'est les fruits promis et n'ont pas été ni cueillis, ni n'ont même poussé sur les arbres en question. Je pense en revanche qu'effectivement, sans pour autant, j'aime pas trop me coller des étiquettes, vous voyez, libertarien, etc. Je pense que ce pays croule sous la charge fiscale, enfin c'est un secret pour personne, et que tous les jeunes gens qui ont envie d'inventer des choses, de créer des entreprises, en dépit des clips de la DPI ou de la French Tech, qui sont très bien d'ailleurs, c'est pas le problème. Et le jour où on dira, voilà, vous créez de la richesse pour ce pays, et vous êtes le premier bénéficiaire de la richesse que vous avez créée, peut-être qu'ils arrêteront de partir aux États-Unis. Pareil pour les cerveaux. Bon, Yann Lequin chez Facebook, et imaginez que s'il était resté chez nous, peut-être que, voilà, peut-être qu'il aurait servi notre entreprise. Donc, une fois encore, c'est pas une question de. Pour moi, si vous voulez, c'est pas pour botter en touche, mais je pense que le cœur du sujet, c'est la bonne foi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites, voilà, vous vous présentez au suffrage devant les Français, vous dites, moi, je vais tirer ce pays d'affaires, ou je vais lui faire recouvrer son statut d'antan, ou recouvrer sa souveraineté, etc. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas, soit vous passez votre temps à noyer le poisson, etc., à dire en même temps, pardon, mais ça, c'est pas de la politique. En fait, c'est une façon, c'est de la communication. Donc, pour moi, le cœur du sujet, c'est la vision politique et c'est à qui est-ce qu'on confie le pouvoir. C'est-à-dire que globalement, on a besoin de courage politique et c'est pas pour réduire les dépenses ou pour faire serrer la ceinture aux Français. Ça, c'est une absurdité, c'est surtout une injustice parce qu'on a une espèce d'élite endogamique qui se gave, etc., qui est dans l'impéritie permanente depuis 50 ans et qui explique aux pauvres Français qui à peine à finir ses fins de mois, qu'il va devoir ratiociner sur son budget baguette. C'est ridicule. Je pense qu'on est en manque d'élite. Enfin, on est en manque. En tous les cas, ne se présente pas parce que je pense une chose. Moi qui habite en province, je pense qu'on chute dans un réverbère. Vous avez 50 jeunes gens qui tombent, qui sont bien faits intellectuellement, qui sont courageux, qui ont déjà une expérience dans le privé, dans le public. Voilà, c'est juste que les canaux d'accès au pouvoir, il y a une bifurcation, il y a eu un détournement de voie, et malheureusement, il y a la mobilité ascensionnelle politique, elle n'existe pas. Et je trouve ça assez dommage. Alors, c'est bien qu'on ait des bons maires, mais à un moment donné, on aimerait bien que le meilleur d'entre nous gouverne, et bon, ça, chacun pense ce qu'il veut. Je ne pense pas que ce soit le cas en ce moment. Donc la souveraineté, on la recouvrira le jour où on aura un vrai souverain, enfin un vrai souverain au sens, on aura quelqu'un qui représentera dignement, loyalement et fidèlement les intérêts du peuple.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un point extrêmement important. Donc, c'est une question de responsabilité aussi de nos élus. Euh, que je, je milite pour que à plus haut niveau, donc au niveau députés, sénateurs, on arrête de les appeler élus et on les appelle des obligés de la nation. Oui. Je pense que ça serait une petite bataille sémantique qui pourrait aider. Que le maire soit un élu, ça me va très bien, parce qu'il n'y a pas plus direct. Mais que les sénateurs et les députés soient appelés des obligés, je pense que ça serait bien. Et le président et ses ministres également. Oui, point très, 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 très important, la responsabilisation. Et vous avez évoqué en filigrane, du coup, on va dire l'ascension, la possibilité d'accéder pour les meilleurs à des postes de responsabilité qui aideront et tireront tout le monde vers le haut. Un régime un peu plus peut-être méritocratique, pour ne pas utiliser le vieux terme d'aristocratique, mais méritocratique. Voilà, ça veut dire la même chose, mais bon, méritocratique est peut-être plus facilement accepté, mais c'est exactement la même chose, tout à fait. Ça, c'est un point important aussi, effectivement, pour l'action, toujours pareil, hein, pour en revenir à ce que vous évoquiez au départ, c'est pour agir. Pour agir. Pour rester un peu sur ce thème, la France possède des savoir-faire remarquables, vous l'avez évoqué, au niveau historique, que ce soit scientifique, technique, entre autres, évidemment, culturel, artistique. Il y a énormément d'acquis, énormément de production qui viennent de notre pays. On a aussi au niveau industriel de très très belles réussites, de très très belles réussites actuelles, des technologies essentielles qui ont été inventées, découvertes par des Français. Malheureusement, beaucoup se font racheter, partent à l'étranger, souvent sous couvert de ce qu'on appelle des IDE, des investissements directs étrangers. Et ils sont malheureusement parfois bradés, en tout cas ils ne sont pas protégés, donc pour des raisons purement mercantiles, court-termistes, et peut-être même pire. Donc on peut citer donc, dans des domaines comme l'armement, l'aéronautique, les biotech, effectivement la data, tout ce qui est numérique, tous ces domaines-là. Comment arriver à protéger un peu mieux nos acteurs? Comment éviter que des décisions parfois d'une personne ou d'un petit groupe de personnes puissent impacter des groupes entiers, des travailleurs, des chercheurs, des gens qui ont passé des années à poser des brevets internationaux? Comment pourrait-on faire pour protéger ces savoir-faire? Puisque après l'action, il y a aussi quand même être capable de défendre les fruits de nos actions. Je vais revenir au point que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire que finalement, tout dépend du grand ordonnateur, parce que les moyens dont vous parlez, je pense qu'on les possède. Il y a à la Direction générale des entreprises une structure qui s'appelle le CICE. Ce sont des gens qui sont corps et âme dévoués à la protection de nos entreprises et de nos actifs stratégiques. Après, si vous avez un ministre ou un président qui leur dit c'est bon, vous pouvez vendre, ils ne vont pas s'opposer. Ce n'est pas leur métier. Ils sont là, je pense, pour instruire et pour être consultés. Donc, on revient toujours à la même chose, si vous voulez, c'est-à-dire que quels intérêts sert le prince? Est-ce qu'il sert les intérêts de son pays ou est-ce qu'il considère que parce qu'on est dans une logique comment dirais-je, de marchandisation, bah, c'est formidable, on a vendu. On peut parler de chose France aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer gloire du fait que des entreprises viennent investir. Et c'est à nous d'investir en nous, en fait. Et c'est pas parce qu'on vient racheter une boîte de chez nous qu'on doit se glorifier. Au contraire, c'est une preuve d'échec, bien au contraire. Il n'y a pas suffisamment de millionnaires dans ce pays ou de gens en capacité de financer des boîtes pour qu'on ait besoin d'aller demander de faire les comices agricoles et qu'il y ait des investisseurs étrangers qui viennent tâter la cuisse de nos vaches comme il y a quelque chose de l'ordre pour moi un constat d'échec vraiment. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. Oui, non, mais c'est très clair, effectivement. Oui, on rejoint effectivement ce qu'on évoquait, avoir les moyens de nos prétentions et ne pas se féliciter, ne pas cacher aussi la réalité sous des faux noms, un petit peu orwellien, appelé investissement direct étranger, des rachats d'entreprises et de brevets français. Non, ça s'appelle du pillage économique et intellectuel. Mais il y a aussi le fait de nommer les choses pour ne pas rajouter au malheur du monde, comme on dit. Exactement. Alors, juste pour ajouter un point sur ce sujet-là, j'avais intitulé de façon un peu ironique une sorte
d'énumération de toutes ces sessions. Vous savez, c'est les informations qui passent en ligne avec passe sous pavillon. Alors, assez généralement, c'est pavillon américain, mais c'est aussi assez régulièrement pavillon chinois. Un article qui s'appelle 1974-2023, quand la France a cédé, donc évidemment, on comprend le jeu de mots. Et si vous voulez, on peut pas aller. Enfin, il y a une contradiction dans le fait d'être admiratif de la puissance des États-Unis qui se nourrissent pour partie des rachats qu'ils ont opérés sur nos propres puissances, sur nos propres actifs à nous. Et à un moment donné, soit on consolide et on se défend, soit on se fait plumer et on ne peut pas dire, vous avez vu, c'est formidable parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont meilleurs que nous. Ben non. Donc, une fois encore, il faut mettre l'église au milieu du village et puis au centre du village et arriver à garantir nos intérêts et maintenir un minimum comment dirais-je, de cohérence. Oui, tout à fait, tout à fait. Et effectivement, en parlant d'église au milieu du village, il y a aussi du coup peut-être rassumer le fait qu'il n'y a pas que la logique effectivement mercantile notamment sur les actifs stratégiques. On ne parle pas de vendre un restaurant. C'est ça. On parle d'actifs stratégiques, évidemment. Pour continuer, et peut-être pour faire droit à votre joli fond d'écran, vous avez organisé un colloque à Saint-Malo très récemment, 20 septembre dernier, il me semble. Il y avait beaucoup d'interventions très, très intéressantes. Donc, pour les spectateurs qui voudraient creuser tous les sujets que l'on évoque ensemble et qui voudraient pouvoir bénéficier justement de ces belles interventions, où est-ce qu'ils peuvent les retrouver et quels sont les points saillants que vous voudriez évoquer par rapport à ce colloque? Alors, il s'agissait de la deuxième édition des colloques de Souverainetech. Il y en a eu une première l'an passé. Ça, c'était la deuxième. Pour information, la troisième est déjà prévue. Vous pouvez noter dans vos carnets, c'est vendredi 12 septembre au Palais du Grand Large de Saint-Malo sur un thème que je dévoilerai un petit peu plus tard. Et oui, qu'est-ce que vous me demandez si c'était... Oui, où est-ce qu'on pouvait déjà retrouver l'intervention, si elle était en ligne, et puis quels étaient les 2-3 points saillants Alors, je vais faire grincer les dents ou ricaner, ça dépend. Elles sont sur YouTube. Pourquoi? Parce que, on fait de l'entrisme. Moi, j'ai envie que ces témoignages, ces allocutions, ces interventions soient connues du plus grand nombre. Et évidemment, en attendant, on peut reparler de Dailymotion, si vous voulez, qui est la plateforme concurrente qui n'est pas aussi heureuse. Mais donc, elles sont toutes sur la page YouTube de Souverainetech. C'est du Sun Tzu d'utiliser les armes de... Voilà, exactement. Toutes les interventions de cette année, y compris celles d'Arnaud Montebourg, de Thomas Corvet, d'Emmanuel Galichet, pardon pour ceux que je ne cite pas, mais il n'y a que des gens brillants qui sont intervenus, comme l'an passé. Et les interventions du premier colloque sont également toutes en ligne. Alors, je vous invite j'invite vos auditeurs, les spectateurs à aller les regarder. Et alors, les points saillants, évidemment, on a eu Arnaud Montebourg nous a fait l'honneur et l'amitié de venir jusqu'à nous à Saint-Malo, où il a délivré un message très généreux, conforme à ce qu'on voit de lui en ce moment. C'est-à-dire, d'abord, il est partout. Il a été, je trouve, extrêmement persuasif. Il a cette espèce de panache. Je trouve qu'il manque à la quasi-totalité de la classe politique. C'est quelqu'un qui donne envie d'être écouté. Vous voyez, il est au premier degré. C'est quelqu'un qui vous parle, on sent qu'il n'est pas en train de vous embobiner. Et il a une réflexion qui est extrêmement construite. C'est un avocat, donc c'est quelqu'un de très éloquent. Et moi, j'étais ravi parce que... D'abord, pourquoi? Parce que c'est un ancien ministre socialiste, il ne faut pas l'oublier. Il a été biberonné à la pensée de François Mitterrand. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, sur son nom, sur son courage, sur sa capacité à monter au créneau sur des sujets comme Alstom et d'autres, a la capacité de recueillir l'assentiment de tous les bords politiques. Alors, de tous les bords politiques, pas tout à fait, de tous les bords politiques chez les gens qui se prétendent ou qui se revendiquent comme étant des souverainistes, parce qu'il le dit lui-même, il est attaché à la souveraineté de ce pays, il en parle très très bien, et donc ça a été vraiment le point d'orgue de la journée. Mais il y a eu d'autres allocutions. L'idée, c'était vraiment de parler, le thème, on était marché et souveraineté. Donc, on a beaucoup parlé d'énergie nucléaire, on a parlé de data center, on a parlé d'agriculture. J'essaie vraiment de couvrir le maximum de dimensions, de verticales sur ces sujets-là. Et écoutez, moi, je parle sous le contrôle des gens qui sont venus et qui m'ont fait la joie de dire que c'était bien organisé. Donc, ça, c'était une grande fierté.
c'était de bonne tenue intellectuelle, ce qui est aussi très agréable à entendre, et que l'ambiance était bonne, parce que c'est ce que je cherche dans ces rencontres-là, de faire en sorte que, si vous voulez, on vit des temps qui sont des temps aventureux, on a des enjeux devant nous, et on n'est pas dans une tour à Paris, on est face à la mer et au fort national, l'histoire nous appelle, et il y a une espèce de souffle ici qui donne une autre dimension, une autre couleur à la manière dont les gens se parlent, trinquent, échangent leurs cartes des visites. Il y a quelque chose de franco de porc, vous voyez, entre deux galets de saucisses. Et ça me plaît beaucoup, en fait, parce que ça a l'air de plaire et je suis ravi d'avoir pu créer ça. Oui, c'était un bel événement, effectivement, d'après les retours. Et je pense que les spectateurs qui sont avides de ces sujets-là vont se régaler sur les vidéos, sur les rediffusions des vidéos. Et vous avez parlé de panache. Et effectivement, M. Montebourg parle avec le cœur. Il ne parle pas qu'avec le cerveau. Exactement. Et je pense que c'est ce dont on a besoin, effectivement, pour galvaniser et amener les personnes à s'engager sur ces sujets-là, qui sont des sujets arides, parce qu'ils ne sont pas nécessairement dans l'air du temps encore. Donc, donc il faut pouvoir ramer contre les éléments, pour filer la métaphore maritime, et il faut du cœur pour ça. Donc rendez-vous le 12 septembre à Saint-Malo, 12 septembre 2025, la date est prise. Rapidement, justement, pour rester sur l'intervention de M. Montebourg, moi, quand je l'ai visionné, il y a un chiffre qui m'a choqué, je veux dire effectivement directement et sans tergiverser, qui m'a vraiment choqué, c'est la commande publique annuelle, 80 milliards d'euros, de quoi faire vivre quand même quelques entreprises. Il se trouve que, et je reprends ces termes, finalement, les entreprises du CAC 40 commandent proportionnellement plus aux entreprises françaises que l'État. Et ça, c'est quand même quelque chose de fascinant et d'un peu effrayant à mon sens. Est-ce que le patriotisme économique est un point aussi à actionner rapidement? Est-ce que c'est tout ou partie de la solution? Comment vous voyez ce point particulier de la commande publique? Oui, c'est pas le patriotisme économique, c'est le patriotisme tout court, en fait. C'est-à-dire, ça va avec. Si l'économie, c'est la racine, c'est la maison. Donc, on parle de notre maison. Donc, évidemment qu'on doit être fier et promouvoir et privilégier nos propres services, en tous les cas, à qualité technique égale, au moins leur accorder droit de cité. Et la commande publique, c'est un sujet qui est crucial. Je suis un peu surpris par ce chiffre parce que s'agissant des services numériques, je sais que le CAC 40 est loin d'être exemplaire. Je sais qu'il y a des groupes qui se distinguent. Par exemple, je crois que j'ai ouï dire que le Crédit Agricole avait une démarche très vertueuse dans la matière, était dans une démarche comment dirais-je, d'illustration de la souveraineté numérique dans ces services. Et ça, c'est pas très bien. Mais oui, nos entreprises, elles n'ont pas besoin de prix, elles n'ont pas besoin de prêts garantis, elles n'ont pas besoin de subventions, elles ont besoin qu'on leur fasse, mais c'est même pas qu'on leur fasse confiance. Parce que leur faire confiance, c'est là de dire, il y a de l'ordre de la promesse, mais c'est qu'on reconnaisse la qualité et la valeur de leur service. Et quel est le plus beau témoignage de cette reconnaissance? C'est le fait d'acheter ces services. Donc, pour moi, si l'État n'achète pas les services des entreprises françaises, c'est que l'État ne croit pas dans la valeur intrinsèque de ces services ou de ces biens et leur préfère des biens, des services étrangers. Il serait cruel si c'était vrai. J'espère que ça n'est pas ça. Donc, il est absolument impératif que tant en matière de commande publique qu'en matière de commande privée, en ce qui concerne les grands groupes, qu'il y ait. Alors, je ne suis pas un fanatique de l'obligation légale. Je trouve ça abominable. Enfin, vous voyez, la vertu n'est jamais contrainte par une loi, ça c'est stupide, mais je trouve qu'il faudrait, comme on dit en marketing américain, un nudge, c'est-à-dire une façon détournée, agréable, d'amener les pouvoirs publics et les grands groupes à concevoir le fait que dans leur intérêt, parce qu'en fin de compte, en achetant les services des entreprises, ils vont créer du pouvoir d'achat qui va ensuite acheter des... Ah oui, il y a une histoire de réciprocité. Mais on devrait, dans ce pays, la moitié des biens et services qui sont consommés devraient être des biens et services de nos propres entreprises. En plus de ça, on peut ensuite parler du déséquilibre de la balance commerciale. Et alors, je crois qu'en matière numérique, c'est dramatique, en fait. Je n'ai jamais vu le chiffre passer. Si vous le connaissez, je suis preneur, mais je pense qu'il est dramatique parce que tout s'opère depuis l'étranger, enfin, ou sur notre sol. Enfin, c'est la même chose en l'espèce. Tout à fait, tout à fait.
Tout à fait. C'est un point encore plus crucial, effectivement, et plus dramatique. La balance commerciale est déjà dramatique et ne cesse de se dégrader, mais la partie numérique est effectivement forte. J'ai pas le chiffre en tête, mais je pense on pourrait chercher, on pourra chercher rapidement. On va passer peut-être aux conclusions, si vous voulez bien. Peut-être deux questions d'actualité. Alors, première question d'actualité, on va dire liée au budget, puisque on est sur le budget 2025. La France et on lié aussi à la balance commerciale, du coup, la France est un pays très endetté. Question très directe et réponse courte. Peut-on être souverain dans un État surendetté? Non. Ça me paraît logique. Et d'autant plus si on examine qui possède la dette en question. Voilà. Tout à fait, oui. Ça fait que la dette française n'a pas la même structure que la dette japonaise, par exemple, qui est détenue par les Japonais. Donc, point très important à garder en tête. Les questions économiques sont aussi constitutives de la souveraineté. Et une parenthèse, si on respectait les fameux critères de Maastricht, enfin, il y a belle lurette qu'on aurait dû être blackboulé et sorti de l'Union, en fait. C'est-à-dire que, comme par hasard, l'orthodoxie financière qui a présidé à l'édification de l'Union européenne, où il fallait être absolument vertueux au plan budgétaire, on a fait main basse là-dessus. Et aujourd'hui, si on examine pays par pays, c'est dramatique. Donc, non seulement on est sous contrainte budgétaire depuis Bruxelles, mais en plus de ça, on est dans une situation où, si on respectait la règle, on devrait être sorti du jeu tout de suite. Donc, il y a une incohérence majeure. Tout à fait, tout à fait. Et même ces critères-là qui autorisent 3% de déficit sont aussi questionnables, puisque un déficit pour des investissements ou un déficit de fonctionnement, c'est quand même très, très différent. Autre question d'actualité, alors vraiment actualité très chaude, puisqu'on enregistre en mi-novembre, juste après les résultats de l'élection américaine. La victoire sans appel, du coup, de M. Donald Trump et de son America Great Again. Donc, on rejoint effectivement toutes les questions patriotiques du patriotisme américain. C'est à la fois prometteur et inquiétant. Prometteur car par rapport à un discours qui a été porté justement très, très centré sur des questions finalement assez simples de souveraineté, de patriotisme, de lutte contre le chômage, des questions d'industrie, ça fait mouche dans c'est du public américain. Évidemment, le public, comparaison n'est pas raison. On ne peut pas, je pense pas qu'on puisse transférer un tel discours directement tel quel en France. Mais en tout cas, c'est assez prometteur sur un parler vrai qui touche les gens, finalement. On rejoint un peu avec le parler vrai de M. Montebourg aussi, parler avec le cœur. Si tant est que M. Trump parle avec le cœur, mais ça, je laisserai ça à l'interprétation de chacun. Et d'un côté, c'est inquiétant également, puisque nos élites, ou en tout cas nos dirigeants qui étaient très arrimés aux États-Unis, semblent en tout cas s'apercevoir soudainement que les Américains forment une autre nation que l'Europe et qui pourraient avoir des intérêts divergents. Qu'est-ce que vous en pensez de risque ou opportunité? Ça m'inspire beaucoup, beaucoup de choses à dire. La première, c'est que je suis assez surpris de voir tous les gens qui s'émouvaient d'ailleurs, je ne sais plus comment on dit, oui, peut-être, de l'ingérence russe ou autre dans les élections américaines ou européennes, etc. Alors, les élections sont faites, mais là, pour le coup, on a le droit de commenter. Et en fait, pour moi, c'est de l'ingérence a posteriori. Enfin, je veux dire, les Américains ont voté. Bon, ils ont voté, on aime, on n'aime pas. Deuxième chose, je trouve, je ris, si vous voulez, des cris d'orfraie que je vois pousser à droite et à gauche à la suite de l'élection de Trump. Pourquoi? Parce que d'un coup, maintenant que c'est Trump qui est élu président, les États-Unis, c'est moins sympathique qu'avant. Mais il y a une hypocrisie majeure, c'est-à-dire que démocrates et républicains sont la même politique. Mais un exemple parmi tant d'autres, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, c'est Biden en fait. 400 milliards de dollars en fait qui ont été balancés pour attirer on est dans une politique ultra protectionniste. Et là, alors moi, si vous voulez, ma conviction, c'est qu'il y a une mauvaise foi majeure et que ce qui dérange profondément en Europe, c'est pas l'agressivité, est-ce que les États-Unis vont nous lâcher, et l'OTAN, etc. Est-ce qu'ils vont continuer à nous donner des sucettes et être gentils avec nous, etc. C'est que ce qui déplaît profondément, ce sont les valeurs,
c'est l'idéologie dont Trump est porteur. C'est ça qui les gêne. Ça n'est rien d'autre. Ils ont fait la même chose avec Orban, etc. Et donc, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a une ligne à suivre et que si vous ne suivez pas cette ligne axiologique, si les valeurs ne sont pas alignées, si vous n'êtes pas un peu woke, etc., si vous ne voulez pas détruire la famille, vous êtes un ennemi potentiel. Je pense que ce n'est que ça. Parce que sur le reste, rien les droits de douane, etc. Enfin, je veux dire, on n'aura pas attendu Trump pour voir ça. Donc, je crois qu'il y a vraiment une hypocrisie sur ce sujet-là. Et que, oui, c'est ce qui se passe. On voit le spectacle contraire avec les BRICS. On est dans un dialogue de bonne foi, on s'associe par intérêt. On ne va pas forcément se jurer fidélité ad vitam, mais en tous les cas, on a compris qu'il était notre intérêt entre pays de se frayer ensemble quelques temps peut-être, et peut-être davantage. Dernière réflexion, à titre personnel, moi, je trouve que Kamala Harris avait l'air d'avoir un QI c'est pas manifeste en fait. Elle ne m'a pas impressionné par son intelligence. Quant à Trump, il est souverainiste. Voilà. C'est pas un adorateur du marché, c'est pas un mondialiste, etc. C'est un souverainiste. Bon, moi, je me sens plutôt souverainiste, donc je dis plutôt bonne nouvelle. Et inspire-nous. Je vois des gens qui pivotent un peu sur le sujet d'ailleurs. Trump, oui, mais bon, Trump, pour moi, il met les choses en place, etc. Moi, j'ai vu par exemple Charles Consigny, qui n'est pas considéré comme un ultra, et qui a dit des choses très justes sur ce sujet. Voilà, il faut. Mais vous voyez, une fois encore, on est dans le suivisme. Ah, alors là, et c'était ridicule. On a donné un spectacle au monde qui était ridicule. Alors, Trump a dit alors là, il va falloir que nous soyons sur l'autonomie stratégique de l'Europe. Mais quel spectacle on donne? On attend que le réveil sonne pour se réveiller, en fait. On ne pouvait pas prévoir ça. Et puis, tout simplement, si vous voulez, vivons notre histoire, enfin, traversons notre histoire, comme je dis souvent, sans qu'on nous tienne la main ou qu'on nous tienne en laisse. C'est aussi simple que ça. Et sur ce sujet-là, je ne sais pas lequel des deux, si c'est la main ou la laisse, mais bon, ça prête à confusion. Ça rejoint totalement ce que vous évoquiez précédemment. Là, on est encore en réaction. On va se positionner en réaction, alors qu'en fait, on devrait avoir notre feuille de route. Et finalement, ce qui se passe dans les autres pays sont on va dire des paramètres à considérer, mais pas du tout. On ne devrait pas définir notre feuille de route, effectivement. Oui. Effectivement. Et je suis tout à fait d'accord aussi sur le fait qu'il y a peut-être un peu de populophobie, comme on a beaucoup dans nos élites, dans ce qui se passe et dans les commentaires qui sont émis. Les prochains sujets, donc vous aviez évoqué le prochain colloque le 12 septembre à Saint-Malo. Est-ce que vous avez d'autres sujets à nous partager pour Sovrentech? Un gros sujet dont je ne peux pas dire grand-chose hélas, qui est le fait que je sois actuellement dans une tournée des Grands-Ducs pour aller avec des jeunes gens qui m'accompagnent, pour aller chercher des moyens matériels de faire face à ces enjeux qui sont des enjeux considérables et pour, si vous voulez, continuer cette veille, défense et illustration de nos entreprises techniques et technologiques, donc d'aller chercher des fonds pour professionnaliser davantage Sovrentech, pour faire de l'information de première main, des scoops, une lettre confidentielle, faire des interviews, des vidéos, des portraits, des infographies. Et je pense c'est pas qu'il y a une place, c'est que la place est là et on est les seuls à l'occuper d'un média qui soit spécialement dédié à ce sujet. Et on a vécu depuis 50 ans dans l'ère de la mondialisation. Moi, j'ai l'intime conviction que les 50 prochaines années sont dévolues au grand retour des nations et l'expression de la souveraineté, c'est la nation. Donc, j'ai bon espoir. Et puis, la technique, elle est partout. Donc, ces deux sujets sont intimement mêlés. Voilà, donc, si parmi vos auditeurs, vous avez des gens fortunés qui ont envie d'aller croiser le fer sur ces sujets-là et de, non pas aider, parce qu'on n'a pas besoin d'être aidé, mais de concourir au succès de ce que moi, j'ai mis en place depuis 4 ans. Mais je suis à leur disposition pour en parler. Parfait. Le message est passé. Effectivement, à toutes les âmes de bonne volonté, il y a là un combat à mener, extrêmement important. Et un combat ne se fait pas sans munitions. Donc, voilà, chargez les arquebuses et en avant. Pour finir, dernier petit point. Là, je viens de trouver juste dans mon tiroir une baguette magique qui me permet d'écrire et d'inscrire un nouvel article dans la Constitution. Lequel devrais-je écrire, selon vous? Alors, je peux vous faire 2 réponses. Une réponse sérieuse et une réponse qui l'est moins.
La réponse pas sérieuse, c'est un article qui dirait il est interdit d'ajouter un article à cette constitution, qui est parfaite, voilà, et qu'il faut arrêter avec le légalisme et de considérer qu'on va changer les choses à coup d'article. Et puis, pour me prêter à l'exercice, je dirais peut-être un article qui dirait que tout président élu se présente devant la représentation nationale à l'issue de son mandat pour rendre des comptes de son action. Ça serait extrêmement salutaire, effectivement. Et je vous remercie. Merci beaucoup. On regardera ça en mot de la fin. Monsieur Bertrand Leblanc-Barbedienne, merci énormément pour votre temps et vos paroles très, très précieuses. Merci infiniment. C'était très agréable et très intéressant de discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci. Et puis, à très bientôt, sans doute. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.